Bonjour, c'est avec vraiment un grand plaisir que je présente le premier conférencier de la journée, Pierre-Louis Lyons, mathématicien, qui a des liens très étroits avec cette université. Il a été professeur ici entre 1981 et 2003, donc beaucoup d'années, avant de partir comme professeur au Collège de France. Et il est membre du CEREMAD de façon ininterrompue depuis 1981. D'ailleurs, il a dirigé, je ne me rappelle pas quelles années, mais il y a longtemps, et il a aussi dirigé le département des mathématiques de l'université, les précurseurs de Mido. Pierre-Louis Lyons a eu de nombreux prix, je ne vais pas les citer ici, il y en a trop. Simplement, je cite comme la présidente la fameuse médaille Fields qu'il a eue en 1994. Il est membre de l'Académie des sciences, de l'Académie des technologies et de cette autre académie internationale. Il fait partie de nombreux conseils scientifiques, et pas seulement dans le monde académique, il fait aussi partie des conseils scientifiques et des conseils d'administration, et certains même il les préside dans des grandes entreprises, ce qui n'est pas très courant pour un mathématicien. Pierre-Louis est un des mathématiciens les plus impressionnants qui existent à l'heure actuelle au niveau international. Avec Mike Randall, il a donné naissance à la fameuse théorie des solutions de viscosité, permettant de traiter des problèmes importants en optimisation, géométrie, transition de phase, économie, traitement d'images, etc. Il est aussi le créateur de la théorie de concentration-compacité, qui permet de traiter de manière optimale de nombreux problèmes variationnels en mécanique, physique et ailleurs, et qui a un impact énorme. Avec Rondi Perna, il a introduit la notion révolutionnaire des solutions renormalisées pour les équations cinétiques de la théorie des gaz. Et il a également prouvé des résultats très importants et innovateurs en mécanique des fluides, surtout dans les cas compressibles. Dernièrement, il s'est beaucoup investi avec Jean-Michel Lasserie dans le développement de la nouvelle théorie des jeux à champ moyen, à la frontière entre la théorie des jeux plus classique et l'optimisation, qui a de nombreuses applications dans des domaines très divers, principalement en économie, mais également en sociologie, ingénierie, etc. Toutes ces contributions, et d'autres qui n'ai pas citées, sont devenues des théories désormais classiques. Et c'est sans surprise que Pierre-Louis Lyons est le mathématicien le plus cité au monde. Mais au-delà de cette trop brève description de ses contributions scientifiques, je voudrais terminer cette présentation en disant que ce que, à mon avis, distingue Pierre-Louis Lyons de beaucoup d'autres mathématiciens est son envie de s'attaquer à la résolution des problèmes concrets venant du monde réel et à aider à donner à ces problèmes une réponse rigoureuse, mais aussi concrète et utilisable en pratique. Et ça, il le fait pour des problèmes qui viennent d'autres sciences, mais également des applications dans les problèmes sociétaux et voire dans l'industrie. Et tout cela en se servant de la modélisation et de l'analyse mathématique. Ce souhait permanent a guidé toute sa carrière et les rend précieux à l'interface mathématique-société. Ce n'est pas par hasard s'il est recherché partout pour de nombreux conseils, aussi bien dans le monde académique que dans le monde économique et industriel. Merci. Donc, je décline toute responsabilité pour cet exposé. En cas de plainte, les plaintes sont à adresser à Bruno, qui est le responsable. Et j'avais une idée très très vague de... Je ne savais même pas en quelle langue je devais faire l'exposé. Je ne sais toujours pas exactement, j'ai préparé des slides en français. Je parle en français, c'est bon, a priori? Bon. Il ne faut pas croire tout, il faut pas croire tout. D'accord. Ah, d'accord, pour les traducteurs. Celui-là, il marche? Voilà, ça y est, je l'ai mis en marche. Bon, donc, je vais faire un exposé qui, au démarrage, évidemment, est basé sur mon expérience personnelle de Dauphine. Mais d'ailleurs, vous voyez des maths à Dauphine, point d'exclamation, point d'interrogation dans le titre. Hein. J'insiste là-dessus. Puis 38 ans d'expérience personnelle, ça correspond aux dates qu'a malheureusement rappelé Maria. Ça fait tellement longtemps qu'on a du mal à se souvenir. Vous vous souvenez d'ailleurs, dans sa présentation, qu'il ne faut pas croire, parce que c'est une très bonne amie, Maria ne savait plus exactement quand j'avais été directeur du CIREMAD, mais ça c'est l'âge, ne vous faites pas de soucis. Donc,
des maths à Dauphine, point d'exclamation, point d'interrogation. C'est donc un aspect un peu historique pour commencer, puis je vais quand même aborder quelques sujets mathématiques sans vraiment faire de mathématiques. Je ne sais pas si mes collègues mathématiciens dans l'assistance ont l'expérience de mathématiciens disant cet exposé ne sera pas technique, et en général, au bout de 30 secondes, on est complètement largué. Donc là, il n'y aura pas de maths, sauf un tout petit peu à la fin. Des maths à Dauphine, ce n'était pas évident. Et je dois dire, si je dois être un peu provocateur, que dans mes premières années, moi je suis arrivé en 81 à Dauphine. Oui, c'est ça. Dans les premières années, je pense que tous nos collègues, n'est-ce pas, Ivar, n'étaient pas entièrement convaincus que nous avions une place dans cette université. Et ce fut l'occasion de débats animés et de manœuvres dont on garde un excellent souvenir, car rien ne vaut un peu d'adversité pour créer de la cohésion dans une équipe et dans un centre de recherche. Donc je pense que ce terreau qui était parfois légèrement délicat pour nous mathématiciens, en fait nous a beaucoup servi. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de faire marcher ça. Donc je vais effectivement commencer par quelques remarques historiques, qui est un mot qui est quand même un peu pompeux, donc c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Quelques thèmes qui ont été développés à Dauphine, et puis Maria a évoqué, je ne peux pas faire un exposé à Dauphine, et vous comprendrez pourquoi, sur Dauphine, sans parler des MFG, puisque les MFG sont nés à Dauphine. Naissance, enfance, maturité, avec un point d'interrogation. Les acteurs Dauphine, Isabelle l'a rappelé, créé par le recteur Tabatoni. L'idée de base, c'est quand même d'essayer d'avoir une business school en France, pour simplifier. Et très rapidement, moi je n'étais pas là, mais d'après ce que j'ai toujours entendu, l'idée, le modèle business schools impliquait que l'on ait des gens compétents en économie, que l'on ait des gens compétents en statistiques et mathématiques pour avoir une business school au meilleur niveau international. Donc c'est comme ça que se crée le CEREMAD avec 3 fondateurs. Je crois que c'est plus ou moins l'ordre d'arrivée. Jean-Pierre Aubin, il me semble en premier lieu, tu me corriges Ivar si je dis des bêtises, puis Ivar Eklund et puis Alain Batoussan. Donc notamment Jean-Pierre Aubin et Ivar Eklund, les 2 principaux fondateurs des maths à Dauphine, et en particulier du CEREMAD, du centre de recherche. Donc avec des spécialités allant de systèmes dynamiques à l'optimisation, l'analyse convexe, et pour Bensoussan, le contrôle optimal. Donc, grosso modo, quelques aspects ou de nombreux aspects de la théorie de la décision. Dans la génération suivante, Hervé Moulin en théorie des jeux, Jean-Michel Lasserie, le génial touche-à-tout, Guy Chavant en optimisation et analyse numérique, etc. etc. Dans les années 80-90, le ver était dans le fruit et se développe à toute allure, avec une croissance très importante. Donc je parlais d'adversité, elle n'était pas si grande que ça, vu le développement qu'ont eu les mathématiques à Dauphine. Croissance importante dans les années 80-90, et je dirais que moi j'ai eu de la chance parce qu'au fond, dès le milieu des années 80, tout le monde était convaincu que les maths avaient une place à Dauphine, et tout le monde s'enorgueillait des succès éventuels des mathématiciens à Dauphine. Donc dans les années 80-90, de nombreux professeurs, maîtres de conf, chercheurs CNRS, TESA, une croissance vraiment très très importante, et qui fait qu'aujourd'hui, donc des années 80-90, je rajoute 30 ans presque, je pense, c'est mon opinion personnelle, que le CEREMAD est tout simplement un des 2-3 plus gros centres de mathématiques appliquées, pas en France, au monde. D'accord ?
Donc ça, c'est un constat. Alors, j'ai mis gros entre guillemets. Hein. Je ne me permettrai pas de juger de meilleur, etc. Ça, c'est vraiment des débats qui sont de notre type. Mais en termes de taille, d'influence, etc., parce que voilà où se trouve le CEREMAT. Alors, c'est vrai qu'il y a des facteurs internationaux qui jouent, qu'aux États-Unis, ils sont absolument incapables. Les mathématiques appliquées se portent très très mal aux États-Unis. Et l'école russe s'est effondrée. Donc, tout ça sont des phénomènes qui contribuent. Mais de fait, et moi je dirais certainement, est probablement un des 2 plus gros centres de maths appliquées au monde. Bon. Bref, une croissance et les maths dans tout ça. Ah oui, ça a été évoqué. De très nombreux prix. Alors, Maria a évoqué le fameux prix d'encouragement qu'on appelle la Mary Fields. Je parle de prix d'encouragement parce que comme c'est attribué à un mathématicien de moins de 40 ans, il y a 2 possibilités. Hein. Ou bien on considère qu'à 40 ans, les mathématiciens sont retraités, ou alors c'est un prix d'encouragement. Donc pour moi, c'est un prix d'encouragement. Dont on fait un grand plat, mais c'est un prix d'encouragement. Donc, mais je veux signaler tous les jeunes qui ont eu des tonnes de prix, des prix de thèse, des cours PECO, on a une liste absolument extraordinaire. J'ai mis les Mayfields au pluriel parce que, bon, l'incontournable Cédric Villani a passé sa thèse ici à Dauphine. Dans ces années-là, les années 80, puis 90, il y a aussi des stars des maths qui arrivent, qui viennent à Dauphine. Isabelle a mentionné Yves Meyer pour le prix Abel. Yves Meyer arrive et sur une construction, avec une idée de Jean-Pierre Aubin, une construction très intéressante avec une chaire subventionnée par la mairie de Paris. Donc Yves Meyer, et puis un autre grand nom des mathématiques, Vladimir Arnold, enfin tout ceci a contribué à l'essor des mathématiques à Dauphine. Des thèmes originaux. Alors, des thèmes originaux, j'ai parlé déjà de la théorie de la décision, j'y reviendrai, mais des thèmes auxquels on ne s'entendait pas forcément à Dauphine, ou même pas du tout à Dauphine, mais qui n'étaient pas non plus développés ailleurs en France. C'est, je pense, aux mathématiques dans les images, aux mathématiques et à la physique atomique et moléculaire et la chimie quantique. Et vous verrez que même si ce sont des sujets qui n'ont potentiellement pas grand rapport avec la théorie de la décision, en fait, ce n'est pas aussi clair que ça. Ce n'est pas aussi clair que ça, parce que les mathématiques sont un outil générique. Et quand les mathématiques permettent d'aborder des problèmes, un type de problème, elles permettent aussi d'aborder d'autres problèmes qui ne relèvent pas forcément du même secteur d'application. Quoi qu'il en soit, des découvertes mathématiques utiles pour les applications. Maria a mentionné les solutions de viscosité. Je tiens à insister sur les ondelettes et Yves Meyer. Alors, c'est comme pour toute découverte, hein, on trouve toujours des antécédents. Mais en tout cas, la synthèse mathématique de Yves Meyer a été absolument essentielle dans le développement des ondelettes. Et puis, beaucoup plus tard, les jeux à champ moyen, pour parler de quelques découvertes que je connais un peu. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une conviction partagée par les mathématiciens, j'imagine, par tous mes collègues, et aussi totalement assumée, qui est une sorte de motto qui paraît somme toute évidente, mais qui n'est pas toujours mise en pratique, notamment dans d'autres pays. C'est que pour faire de bonnes mathématiques appliquées aux sciences de décision, il faut d'abord faire de bonnes mathématiques tout court, et aussi de bonnes mathématiques appliquées, ce qui n'est pas exactement la même chose que de faire de bonnes mathématiques. Et si on réunit ces deux critères, à ce moment-là, on se met en position de faire de bonnes mathématiques appliquées aux sciences de la décision. Alors, sur les thèmes, je voudrais faire juste quelques remarques. Je vais faire un micro-zoom sur les solutions de viscosité, mais pour expliquer qu'en fait, les solutions de viscosité, c'est un langage mathématique dont je ne donnerai absolument pas les détails, mais qui, à la base, vient de la nécessité que l'on avait de mieux comprendre des problèmes de contrôle optimal ou de jeu différentiel. Pour ceux qui connaissent un peu les techniques de contrôle optimal, on parle de programmation dynamique, d'équation de Bellman ou Hamilton-Jacobi-Bellman. Et c'est le langage mathématique qui permet de manipuler tout ceci très facilement. J'expliquerai ça dans un instant.
Mais en même temps, je voudrais mentionner des thèmes qui n'ont rien à voir, a priori, avec la théorie de la décision. Les modèles cinétiques, Maria a parlé de l'équation de Boltzmann, de la théorie cinétique des gaz, inventée pour faire la mécanique des fluides ou de gaz raréfiés par Maxwell puis Boltzmann au XIXe siècle. Quel rapport avec l'économie et la théorie de la décision? On verra que finalement, il y en a. Et que donc les études qui à l'époque ont été faites ici sur les modèles cinétiques se révèlent aussi fructueuses en termes de compréhension globale des modèles mathématiques pour des problèmes de jeu, de théorie des jeux, pertinents, nous semble-t-il, pertinents pour notamment l'économie, la finance, etc. Donc, je n'en parlerai pas plus sur les modèles cinétiques, mais je voulais signaler qu'effectivement, tout ça sont des thèmes qui ont été développés en France, en premier lieu ici à Dauphine. Et je voulais signaler que on les retrouvera plus loin. Je ferai un deuxième zoom sur les jeux à champ moyen dans quelques instants. Et là, l'autre remarque que je veux faire, c'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui est aussi une découverte amusante qui a été faite à Dauphine sur l'utilisation d'outils très sophistiqués des probabilités, à savoir le calcul de Maliavin, pour des méthodes de Monte-Carlo en finance. Bon, alors, ça vient comme un cheveu sur la soupe dans mon exposé, mais ça, c'est sa faute, parce qu'il m'a fait une liste, tu dois aborder ça, ça, ça et ça. Alors moi, j'obéis. Après tout, c'est le vice-président de la recherche, il faut oublier, il faut obéir. Il fait bien son boulot? Bon. Alors, bien sûr, beaucoup d'autres thèmes mathématiques liés aux applications hors de théorie de la décision. Sans oublier un principe absolument fondamental pour la recherche, qui est le principe de sérendipité. Alors, sérendipité, vous pourrez parler de hasard, d'accident, etc., si vous préférez. C'est un mot qui est devenu à la mode. En fait, c'est un mot qui nous revient de l'anglais, serendipity, mais les Anglais l'avaient emprunté. En fait, il est à l'origine, il est français. Mais c'est quelque chose qui est effectivement très, très important, peu importe comment on l'appelle, qui est effectivement très, très important dans la recherche. Et c'est pour ça que tout cet aspect de liberté dans la recherche et qui peut se traduire, par exemple, par des projets blancs malheureusement abandonnés à l'ANR, ce qui est absolument scandaleux. Petit passage plus politique, c'est pour ça que c'est catastrophique pour la recherche. Alors, premier zoom, solution de viscosité. Donc là, je vais aller graduellement, après beaucoup de baratin, il y aura du baratin avec un chouïa de mathématiques. Puis à la fin, il y aura toujours du baratin et puis un double chouïa de mathématiques. Donc un langage pour résoudre des équations modélisant des situations avec un principe de comparaison. Bon, il y a une bonne chance que ça soit complètement incompréhensible, cette phrase. Alors, donc, il y a des équations qui ont une propriété particulière ou des équations qui correspondent à des situations où il y a une propriété particulière que j'appelle principe de comparaison. Et pour étudier systématiquement ces modèles mathématiques, on introduit un langage mathématique, pas de théorie mathématique, mais fondamentalement, à la fin, c'est un langage qui, systématiquement, permettra de comprendre, étudier, analyser, approximer, etc., ces équations. Alors, c'est quoi ce principe de comparaison? On va illustrer très simplement. Plus on chauffe, plus la température monte. Je crois que là, tout le monde sera d'accord. Meilleure est la prise en charge, plus grande est la prime d'assurance. Raisonnable aussi. Si l'utilité croît, la valeur augmente. On est tous d'accord. En finance, ce principe de comparaison, c'est quoi? Alors, on va prendre une option européenne, un contrat. A s'engage à donner à B, à la date grand T, une quantité phi de x de grand T, où x grand T est le sous-jacent, une action, un taux de change, un taux de change, etc. OK? Et puis, il y a un profil, c'est la fonction phi, et donc, xt bouge, on ne sait pas très bien comment, au cours du temps, c'est une action par exemple. Phi de x grand T, c'est ce à quoi A s'engage à donner à B. Bon.
Donc un call européen, vous voyez c'est européen parce que la date est fixée, et un call c'est x moins k plus pour la fonction, mais ça, les détails n'ont aucune importance. En échange, bien entendu, B donne aujourd'hui à A une certaine quantité. Bien. Le principe de comparaison dont je parle, c'est juste de dire que si on augmente le profil de ce qui va être donné à l'instant grand t, à savoir la fonction phi, si on s'engage à donner plus, eh bien c'est quand même naturel que B donne aujourd'hui plus. C'est ça le principe de comparaison, c'est-à-dire que pi augmente. Donc je vous ai donné quelques exemples de situations où on comprend naturellement que ce principe de quand on fait croître un certain nombre de paramètres, de coefficients, les choses augmentent, les valeurs, les objets auxquels on s'intéresse, les prix augmentent, etc. C'est effectivement quelque chose de naturel. Toutes les situations n'ont pas cette propriété, parce que quand on parle d'augmentation, c'est qu'on a une seule quantité. Si on avait plusieurs quantités de manière simultanée, la propriété vectorielle d'augmentation serait plus délicate. Mais il y a quand même, comme on s'en rend compte à travers ces petits exemples, qui à chaque fois auxquels correspondent des domaines d'application différentes, il y a effectivement pas mal d'applications. Alors, avec Mike Randall, on a eu la chance, un coup de bol par analogie. Pour de telles situations, la notion de solution de viscosité s'applique et traduit mathématiquement cette propriété structurale. En fait, on a une propriété fondamentale, après il y a un peu d'habillage mathématique, mais on va transformer ça en définition. Donc c'est ce que assez souvent font les mathématiciens. C'est-à-dire, il y a des propriétés, on s'attend à avoir des propriétés, et ces propriétés deviennent la base de la théorie. Donc c'est une sorte d'inversion du processus logique qui n'est que le point de départ. Après, il faut travailler pour être sûr que la construction tient debout. Multiples applications, contrôle optimal, jeu différentiel, et ça vient de là. Avec Mike, quand on réfléchissait à ça, on se disait c'est pas possible, l'équation de Bellman, il y a des tas d'articles, les gens ne comprennent pas comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire, les jeux différentiels. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, essayons de transformer ce à quoi on s'attend en définition, et c'est parti. Après, il y a eu des applications au traitement d'images, à la finance, l'économie, homogénéisation, géométrie différentielle, analyse numérique, propagation de front, extension aux équations stochastiques, et puis des milliers d'articles, des dizaines de livres et de congrès. Donc, c'est devenu une véritable industrie. Mais j'insiste réellement que c'était une théorie pour le contrôle et les jeux, donc si vous voulez, deux grands domaines de la théorie des décisions qui ont nécessité et qui ont motivé le fait que l'on recherche une théorie, un langage qui puisse résoudre ces problèmes et qui alors, ça c'est le côté générique des maths, se révèle pertinent, utile pour de nombreuses autres applications. Ce qui n'était pas forcément l'objectif à la base. Dernier zoom, l'exposé sera très court. C'est les MFG. Alors MFG, Mean-Field Games, les jeux à champ moyen. Alors j'ai fait une petite fiche d'identité, là, une fiche d'état civil. Naissance 2000-2001. Et vous voyez apparaître B626. Alors ça, c'était mon bureau ici. Enfin, c'est un bureau qui sert aussi de débarras actuellement. Et dans lequel on rentre au péril de sa vie. Vu les piles de livres et d'articles, je crains qu'un jour le 6e étage ne s'effondre à cause de ce bureau. Donc, non, Isabelle, tu n'écoutes pas. Les risques ne devraient... Bon, enfin bref. Les géniteurs, Jean-Michel Lasserie et moi-même. L'adresse personnelle, c'est le CRMC Dauphine à travers la chaire Finance et Développement Durable. Alors, oui, parce que c'est né à travers une activité de mécénat en partenariat avec le Crédit Agricole et EDF sur ce qui s'est appelé une chaire. Il n'y a pas de titulaire de la chaire, c'est un réseau virtuel de recherche, dans lequel sont associés Dauphine, l'École Polytechnique, l'ILB, l'Institut Louis Bachelier, et puis évidemment les deux mécènes. FDD, je n'ai toujours pas dit ce que c'était, c'est Finance et Développement Durable. Okay, c'était,
on avait pensé à ça il y a quand même très 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 longtemps. Je ne vais pas expliquer les motivations, mais l'idée est toujours, on a tendance à opposer finance et développement durable, surtout à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, où on assiste au balbutiement de la finance verte. Mais à l'époque, notre idée était, au lieu d'opposer finance et développement durable, ne peut-on pas dégager des thèmes d'études où la finance et l'économie viennent à aider le développement durable, pour simplifier un tout petit peu la prise de position qui est là-dedans. Bon, donc, avec des approches quantitatives. L'approche quantitative, tôt ou tard, ça finit avec des modèles mathématiques. Des modèles mathématiques dans un cadre de développement durable et sous un angle économique, vous êtes confronté immédiatement à deux caractéristiques essentielles. Un temps long. Un temps long et donc des externalités, comme disent les économistes. 2, la multiplicité des acteurs, de très nombreux acteurs. On ne peut pas, dans un contexte de développement durable, quel que soit le sujet, dire on va isoler un acteur tout seul, un agent représentatif de la situation. C'est juste pas possible. Donc on se retrouve dans cette situation où on est intéressé par de très nombreuses externalités, entre guillemets, et de très nombreux agents. Donc, optimisation, contrôle optimal, pas satisfaisant parce qu'il y a beaucoup d'agents. Et théorie des jeux, délicate à manipuler parce que la théorie des jeux, dès que le nombre de joueurs augmente, eh bien, devient indécidable, enfin devient inutilisable. Et donc je me rappelle très bien, j'étais dans mon bureau B626, de voir débarquer un jour Jean-Michel Lasserie, qui entre sans frapper dans le bureau comme d'hab, et qui me dit, on commençait à réfléchir à toutes ces histoires, et qui me dit, j'ai trouvé, on va modéliser le trafic sur la place de l'Étoile, pas très loin d'ici. Aucun rapport avec FDD, a priori. Hein. Aucun rapport avec... il commence à écrire tout un tas de trucs à moitié faux, etc. Et puis on a réfléchi un peu plus en profondeur et on s'est rendu compte que, bah oui, il y avait quelque chose à faire. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est comprendre et prédire le comportement collectif d'un grand nombre d'agents, agents ou joueurs. Très bien. Alors, je vais prendre un risque. Je suis bon en temps, là, hein, non? J'ai quoi? J'ai encore un quart d'heure, c'est ça? Ok, alors je vais prendre un risque parce que je voudrais vous montrer une petite vidéo. Pourquoi je prends un risque? C'est que moi j'ai l'habitude des Mac et là je suis perdu. Là. Donc déjà pour sortir de ça, escape, j'avais déjà oublié. Alors ça ne peut pas faire de mal. Pas mal. Elle est où? On entend le bruit. Ah, elle est derrière. Non, c'est bon. Plein écran. Tu sais faire ça, toi? Là? Non, à côté. Là? Ouais. Alors, je vous laisse. On regarde cette petite vidéo que je trouve assez amusante. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la lumière, mais enfin, je crois que vous devine assez. Donc, c'est dans une ville du sud de l'Inde. Vous voyez une intersection avec toutes sortes de véhicules. Donc des bus, des piétons, des motos, des voitures. Ah ben, le premier truc que vous dites quand vous regardez cette vidéo, c'est que c'est incroyable, mais ça marche. En France, alors que si on essayait de superviser cette intersection, c'est-à-dire mettre un agent de police, vous savez ce qu'on dit en France, hein, c'est que dans une intersection, si vous mettez un agent de police, tout se bloque. Hein. Alors, donc, et ça illustre quoi? L'intelligence centralisée contre l'intelligence décentralisée. Hein. Ouais, je ne vais pas faire de remarques anti-policières à propos d'intelligence centralisée. Bon, alors donc, et cette vidéo, ce n'est pas nous qui l'avons trouvée. Ce sont les ingénieurs, je vais citer, ça devient presque un gros mot de parler de cette boîte, en tout cas aux États-Unis, ce sont les ingénieurs de Huawei. Nous avons une action de collaboration avec Huawei France. Huawei France, c'est
Les maths, c'est une partie de l'informatique, et c'est 80 thésards qui ont été embauchés en 3 ans. Hein. Donc c'est un effort de R&D absolument colossal. Je ne sais plus si c'est 70 ou 80, mais enfin c'est l'ordre de grandeur. Et ils nous ont montré cela parce que pour eux, les réseaux futurs, les réseaux mobiles futurs, ça va plus ressembler à cette intersection qu'à une organisation hiérarchique centralisée que l'on connaît actuellement. En particulier parce que quand on pense aux objets connectés, on aura d'ici peu, sur 1 km², de l'ordre de 2 millions d'objets connectés. Donc l'idée qu'une antenne va ordonner, mettre le trafic en musique, c'est tout simplement irréaliste. Et que donc il faut des protocoles souples, avec des aspects aléatoires, il faut des protocoles souples, il faut de l'intelligence dans les terminaux. Donc du coup, s'il y a de l'intelligence dans les terminaux, il faut aussi gérer la consommation énergétique, etc. etc. Et ça aussi, ça requiert de l'intelligence. Alors, je vais essayer de fermer ça. Je vais avoir, là, je pense que la croix doit marcher. Après, je vais revenir sur l'exposé. Je prends des risques. Hein. Comment je le fais? Alors, ça ne va pas faire mal. Mais, et le plein écran, affichage peut-être. Moi, j'arrive pas à voir le plein écran. Merveilleux. Alors donc, comprendre et prédire le comportement collectif d'un grand nombre d'agents et de joueurs et plus généralement de situations. Oui, je n'ai pas fini mon histoire avec Huawei. On a effectivement, c'est une action de mécénat. Toute la recherche est publique, publiée, et on a publié avec les ingénieurs de Huawei déjà des premiers modèles MFG sur les réseaux, les télécommunications mobiles, et c'est en train d'exploser. Le sujet MFG dans les télécommunications mobiles, ça part dans tous les sens. Les hypothèses fondamentales derrière les modèles que nous manipulons, c'est que nous avons un grand nombre de petits agents rationnels indistinguables. Alors, indistinguable, ce n'est pas le plus important, puisqu'on peut avoir plusieurs types, plusieurs foules, mais pour simplifier, je vais dire indistinguable. Indistinguable, c'est que mon ami José, qui est là, on peut échanger nos noms pour l'immense majorité des situations macro, ça ne changera rien au monde qui nous entoure. Ça, c'est l'indistinguabilité. Petit, ça veut dire que chacun des joueurs ou des agents a une influence très limitée sur le résultat final. Ça, c'est toujours vrai en macroéconomie. Hein. Quand vous prenez une situation économique, un joueur tout seul, en général, a quand même très peu d'influence. Rationnel, c'est au sens de l'économie, c'est-à-dire que ce sont des agents qui vont essayer d'optimiser un certain critère. Ce critère va dépendre des autres joueurs, donc ce n'est pas de l'optimisation. Mais il y a un critère de décision. Ce critère de décision, il peut incorporer des termes que l'on jugerait totalement irrationnels, cette fois en langage courant, comme par exemple le mimétisme, faire comme les autres. Ça peut se traduire par un critère mathématique, et pourtant on n'aurait pas envie de dire que les moutons de Panurge sont des êtres rationnels. Oui, ils ont un critère qui est de faire exactement comme les autres ou comme les voisins. Donc, attention au mot rationnel, néanmoins, il y a un critère, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée qu'il y a un modèle mathématique. Après, on peut compliquer, puisqu'au fond, c'est du point de vue économique, c'est fonction d'utilité ou pas. Ce serait un exemple derrière cette notion de rationalité. Et donc, il y a de vastes débats dans lesquels je ne veux pas rentrer. Après, il y a des notions de rationalité bornée, des notions, on peut évidemment généraliser, faire beaucoup de choses supplémentaires. Mauvais sens, oui. Alors, par quels moyens scientifiques répond-on à ces questions du comprendre et prédire le comportement collectif d'un grand nombre de joueurs? Mais en fait, c'est une fusion de la théorie de la décision optimale, du contrôle optimal, premier aspect,
que j'ai déjà invoqué, pour lequel on a inventé les solutions de viscosité, mais enfin, ce qui était un sujet qui existait, et avec le grand nom de Richard Bellman qu'on doit absolument évoquer. Et de l'autre côté, pour tenir compte d'un grand nombre de petits objets ou de petits acteurs indistinguables, ce qu'on appelle les théories de champ moyen de la physique statistique, c'est-à-dire, par exemple, les modèles cinétiques, c'est-à-dire l'équation de Boltzmann. Donc vous voyez, c'était ma remarque, hein, des thèmes abordés au cérébrate qui n'avaient rien à voir avec la théorie de la décision, mais si on fait une fusion adéquate de ces deux grands thèmes, eh bien, on aboutit à ces modèles de type MFG. Bon. On peut dire c'est un coup de bol, ou on peut dire, de toute façon, quand on a une idée, on s'y accroche tellement qu'on fait toujours la même chose. Bon, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a des antécédents, comme dans n'importe quel sujet, dans n'importe quelle, entre guillemets, découverte ou innovation, il y a toujours des antécédents. Et les antécédents, là, pour le coup, c'est plutôt en économie, et à travers les jeux anonymes, des notions d'agents hétérogènes en macroéconomie, et toujours dans des cas très particuliers. Donc on a apporté, ce qu'on a apporté, c'est le temps continu, c'est les bruits communs, on a apporté beaucoup de choses. Et puis il y a un article très célèbre en macroéconomie de Russell Smith, qui est un article qui nous a beaucoup marqué, parce que l'intuition qu'ont eu ces deux économistes est juste prodigieuse. En fait, la manière dont on a réalisé un peu après coup que ces travaux existaient, est un peu c'est le principe de sérendipité à l'œuvre. Hein. Donc, je visite Chicago. J'ai l'habitude, depuis quand José était à Chicago, régulièrement, comme j'allais souvent à Madison, je m'arrêtais et il me faisait faire un exposé. Je faisais un exposé à Chicago, mais en économie, pas en maths. Et j'étais assez fier de ça, de toujours m'arrêter et faire un exposé là-bas. Et donc, du coup, j'ai rencontré les grands économistes de Chicago. Et donc, du coup, Bob Lucas, qui est aussi venu très souvent ici, et je crois que si je me souviens bien, il a un doctorat honoris causa de Dauphine. Donc, pardon ? Et avant que tu sois président. Je te tendais la perche. Oui, on n'est pas... on n'est pas... On savait déjà ce qu'il valait. Quoi qu'il en soit, Bob Lucas me fait venir dans son bon, bref, je lui ai dit, on a fait des choses avec Jean-Michel qui pourraient vous intéresser, vous les économistes. Donc j'ai eu droit à une petite séance avec les 10 profs poids lourds du département d'économie, mangeant leur sandwich et moi expliquant au tableau un tout petit peu, de manière très informelle, ce qu'on essayait de faire. Et Bob avait été très enthousiaste et puis le lendemain ou quelques jours après, il me dit « Tiens, Pierre-Louis, il y a un article qu'on n'a jamais compris, je ne suis pas d'accord avec leurs conclusions. » C'était cet article de Russell Smith qui effectivement a inventé un MFG, un jeu à champ moyen, mais sans aucune formule mathématique, avec juste de l'intuition et inventé une méthode numérique qui, elle, est tout à fait correcte. Un article absolument prodigieux d'intuition. Donc des antécédents, il y a toujours des antécédents, mais les mathématiques, souvent, ce qu'elles permettent d'amener, outre le fait qu'il y ait un format général, un principe général, c'est de comprendre systématiquement et donc d'aller plus loin, d'aller plus profond, même si des idées peuvent exister auparavant. Ce sont des nouveaux modèles mathématiques, donc des nouveaux problèmes, si vous voulez. Ça, c'est bon pour les mathématiciens, ça fait du boulot. Et la conséquence, c'est qu'il faut de nouvelles maths. Ce qui est aussi bien pour les mathématiciens, c'est rigolo. Donc, c'est du boulot et c'est du rigolo. Tout va bien. Multiples publications sur les aspects théoriques et sur les applications. Et puis, il y a des congrès, je dirais qu'il y en a à peu près un tous les 4 mois sur la MFG, ce qui est d'ailleurs même, je pense, trop. Sur les applications, je voudrais quand même signaler un tout petit peu où ça va avant de finir avec tenter d'expliquer un micro-exemple hyper classique. Évidemment, ça a été fait pour l'économie et la finance. Je vais vous parler de FDD au démarrage. Ça, c'était relativement évident. Et puis, on a eu la surprise de voir ça très utile pour les mouvements de foule. Comment une foule sort d'une salle. Et il y a de plus en plus de simulations. Il y a
Abu Dhabi, là, il construit ces énormes tours et il y a des articles qui expliquent comment se servir des MFG pour prédire l'évacuation, non pas de la tour, mais d'un étage de la tour, parce que c'est déjà tellement vaste et il y a tellement de personnes qui sont obligées d'y réfléchir. Et en plus, du point de vue légal, ça devient de plus en plus exigé dans presque un peu partout au monde, c'est d'avoir un dossier de validation numérique de l'évacuation de salles où il y a un très grand public. Bien, donc je pourrais montrer les simulations, je n'ai pas le temps. Donc mouvement de foule, des flottes de robots, des flottes de véhicules automatiques. Je viens vous parler de télécommunications, parce que de plus en plus on pense à de l'intelligence décentralisée. Et donc ce qui peut s'appliquer à un agent économique qui est rationnel, prend des décisions avec une certaine intelligence, va s'appliquer aussi à des objets qui se disposent de plus en plus de possibilités décisionnelles. Là encore, c'est le côté générique des mathématiques. Donc voilà, essaim de robots capteurs, etc., etc. Bon. Malgré de très nombreuses questions ouvertes, parce que c'est des nouvelles maths, et les maths, c'est frustrant, c'est dur. Je disais, c'est rigolo, ça fait du boulot, mais fondamentalement, comme presque tous les chercheurs, mais peut-être encore plus que les autres chercheurs, un matheux, ça passe son temps à sécher, comme on dit, c'est-à-dire à ne pas savoir résoudre le problème qu'il regarde. Donc de temps en temps, on a une petite porte qui s'ouvre, on est content un petit moment, mais pas très longtemps en général, à moins d'avoir un ego boursouflé, parce que dès qu'on a ouvert un peu la petite porte, on découvre que du coup, il y a 10 fois plus, c'est l'histoire classique, qu'il y a 10 fois plus de questions à résoudre. Et donc, on repart instantanément dans « je ne sais pas ». Donc, essentiellement, la caractéristique, c'est qu'il y a des questions ouvertes. Et là, comme c'est des nouveaux problèmes, on découvre des problèmes ouverts sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Néanmoins, je pense qu'on est parvenu à une certaine maturité, mais bon, l'avenir nous le dira. Ça reste quand même un point, une question. Les dernières nouveautés dans la boîte à outils MFG, c'est la foule, situation où il y a une foule et un gros agent. On est en train d'appliquer ça d'ailleurs avec José, avec des modèles très spécifiques sur des problèmes de pétrole, de production pétrolière. Mais c'est aussi la possibilité de combiner ça avec un apprentissage, parce que les modèles MFG présupposent que les agents savent tout. Or, il est quand même assez naturel de se dire qu'ils découvrent au fur et à mesure leur environnement. Donc ça, c'est mélanger ça avec de l'apprentissage au sens bayésien du terme. Le temps optimal, les contrôles impulsionnels, les contraintes d'état, tout ça, c'est des dernières nouveautés qui apparaissent, des fonctionnalités dans la boîte à outils. Alors, pour illustrer la théorie et conclure, et Isabelle, je sais que tu dois partir, donc ne te fais pas de soucis, mais j'ai presque fini. Pour illustrer la théorie et conclure, un exemple classique très simple. Alors, il va y avoir des notations, et je vais essayer d'illustrer avec un exemple bébête. Donc, c'est une expérience mentale vu la situation géographique de Dauphine. Nous allons à la plage, d'accord? Et la question est, où est-ce qu'on va mettre notre serviette? Bon. Alors, les MFG ne vont pas vous apprendre où mettre la serviette. Je suppose que vous savez le faire et que vous avez des critères pour ça. Ce que les MFG vont dire, c'est que si tous les gens qui vont à la plage ont le même type de critères, alors on peut prédire la répartition des serviettes. D'accord? C'est ça qu'essaient de faire les MFG. Donc c'est un problème statique, on a n joueurs, c'est les gens qui vont à la plage, ils doivent choisir une position. Ils choisissent une position, ils sont rationnels, ils vont essayer de minimiser un critère. Ben, ce critère va dépendre de la position des autres serviettes. Typiquement, dans un critère comme ça, on va tenir compte de quoi? On va tenir compte de la distance à une buvette, un restaurant ou un truc comme ça. Donc il y a quelques points d'intérêt, on ne veut pas en être trop loin. Et puis, quand on a affaire à des gens rationnels, des gens normaux, on cherche des endroits où il n'y a pas trop de monde. Mais pas trop de monde, ça dépend des autres. Ok, ça sont les gens normaux. Pour mémoire, je le signale tout de suite, il existe aussi des gens anormaux.
je le dis toujours, qui veulent aller à des endroits où il y a beaucoup de monde. Ces gens anormaux ont un nom, c'est les adolescents. Donc, effectivement, eux, c'est du style « Ah non, on va pas là, il n'y a personne ». Donc, deux exemples extrêmes. Pourquoi je donne cet exemple? C'est qu'on va le retrouver dans les propriétés mathématiques. Alors, OK, chacun a son critère qui dépend de la position des autres. J'ai rappelé là l'équilibre de Nash, donc je vais être un peu brutal. Soit vous connaissez les équilibres de Nash et ce qui est marqué vous éclairera, soit vous ne les connaissez pas et en 1 minute, on ne va pas avoir le temps d'expliquer, de comprendre de quoi il s'agit. C'est un équilibre dans de l'optimisation multi-agent. Donc vous avez n fonctions, vous avez n points à déterminer, on ne peut pas minimiser simultanément. Donc il y a la notion d'équilibre dans laquelle on considère que si on gèle tous les autres, celui qui reste fait au mieux, et que si tout ceci est consistant en changeant les rôles, on a un équilibre de Nash. Bon. Donc, c'est une notion extrêmement simple, naturelle, mais qui a de nombreux handicaps en termes de non-existence, non-unicité, d'instabilité, etc. Et la question que l'on peut se poser, c'est que si on fait tendre le nombre de joueurs vers l'infini, idéalisation mathématique, aucune situation dans laquelle il y a une infinité d'agents. On l'oublie. On idéalise mathématiquement, on fait tendre le nombre d'agents vers l'infini. Si le nombre d'agents tend vers l'infini, on peut se poser la question, est-ce que ça devient plus simple? On pourrait me dire, attendez, on complique le truc et ça va devenir plus simple. Ben oui, c'est là où l'expérience de physique statistique, vous explique pourquoi ça peut ou ça doit devenir plus simple. Et juste pour imager mon propos, pensez à l'air dans cette pièce. Dans cette pièce, on peut très bien avoir une assez bonne modélisation des mouvements de l'air et du champ de température dans cette pièce, grâce à des équations macroscopiques qu'on appelle les équations Navier-Stokes, les équations couplées avec l'équation de la chaleur, et qui permettent de bien représenter ce qui se passe dans cette pièce. En même temps, dans cette pièce, qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Il n'y a que des molécules. Dans ces molécules, il n'y a que des atomes. Dans ces atomes, il n'y a que des électrons. Si on descendait au niveau des électrons, on n'arriverait absolument pas à comprendre ce qui se passe dans cette pièce. Donc ce qui se passe, c'est que comme il y a énormément d'électrons, comme il y a énormément de molécules, il y a des principes de moyenne, pensez loi des grands nombres si vous voulez, qui font que les choses se simplifient de la même façon que les choses se simplifient en général avec la loi des grands nombres. Donc si vous gardez cela en tête, vous avez l'espoir que quand n tende vers l'infini, chacun des joueurs ayant une petite influence, et comme il y a beaucoup de joueurs, il y a des sortes, entre guillemets, de lois des grands nombres qui se produisent, qui donnent une description plus simple à l'arrivée. Alors évidemment, ça va être possible que si les joueurs sont indistinguables. Si tous les joueurs sont complètement différents, on ne pourra rien dire à la limite, parce qu'il n'y aura aucune loi des grands nombres. C'est de la même manière que si tous les atomes et tous les électrons, ça ne veut rien dire, mais tous les atomes étaient différents, on n'aurait pas les équations de Navier-Stokes. Donc c'est là où intervient la notion de joueur indistinguable. Bon, je vais passer sur les détails, sur une formulation mathématique qui permet de donner un sens indépendamment du nombre de joueurs, et puis un théorème qui dit que les équilibres de Nash convergent vers les solutions d'un certain problème de MFG qui, vu de très très loin, ressemble à un problème d'optimisation, puisqu'il y a un inf ici, mais c'est en fait un problème de point fixe, puisque M intervient ici, et une fois qu'on a fixé M, on cherche les minima qui rentrent ensuite dans M. Donc il y a un bouclage là-dedans, ce que je ne veux absolument pas détailler, qui effectivement correspond à ces notions de MFG. Alors il y a des résultats généraux d'existence et de stabilité, d'unicité, peu importe. Mais surtout, je veux conclure en revenant sur l'exemple de la plage. Voilà. Et avec la dernière ligne, je vais arrêter là,
c'est de dire, quand on regarde ceci, on a dans la première ligne une fonction de xi, et ça c'est penser la distance à la buvette, ou la somme des distances aux buvettes s'il y a plusieurs buvettes équivalentes. Et puis le deuxième terme, c'est une double fréquence, mais grosso modo qui mesure combien il y a de monde près de ma serviette. Donc si moi je cherche à minimiser, hein, les gestionnaires et les économistes toujours maximisent. Hein, les mathématiciens, on est nettement plus pessimistes, nous on minimise toujours. Hein. Donc évidemment, vous changez de signe, c'est la même chose. Alors donc moi je minimise. Donc quand je compte le nombre de personnes qui est en haut, c'est la formule barbare qui est en haut à droite et puis qui est à l'intérieur des parenthèses du G. Eh bien, la fonction G correspond justement va décrire si on apprécie des endroits où il y a beaucoup de monde, ou si au contraire, on les évite. Donc si G est croissante, comme on minimise, on veut le rendre le plus petit possible, ça veut donc dire qu'on veut qu'il n'y ait pas trop de monde, tandis que si G est décroissante, comme on minimise, on essaie d'avoir le plus grand nombre possible de gens autour de soi, les ados. Et la dernière ligne, c'est ça, c'est si G est croissante, il y a unicité de l'équilibre. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que si tout le monde essaie d'éviter les autres, il va y avoir une unique répartition. Et typiquement, pour une inversion logarithmique, c'est une gaussienne. S'il y a un seul point. Sinon, c'est une somme de gaussiennes s'il y a 2 points. Enfin, somme. C'est des queues de gaussiennes avec un petit mélange au milieu. Une combinaison de gaussiennes, on va dire. En revanche, si G est décroissante, les ados, là, il y a non-unicité. Pourquoi? Parce qu'ils vont se mettre tout en paquet, d'accord? Mais s'il y a 2 endroits aussi intéressants l'un que l'autre, ils vont se mettre tout en paquet autour d'un endroit ou tout en paquet autour de l'autre endroit. Il y a 2 solutions. Et après, c'est les modes, c'est autre chose. Comment on bascule de l'un à l'autre. Après, c'est la communication, c'est les portables qui décident. Donc, les deux solutions. Mais s'il y a une seule zone d'intérêt, une seule solution. Alors, je ne résiste pas au plaisir de dire que dans les derniers développements, on réfléchit assez systématiquement à des situations où il y a une foule de joueurs et puis il y a un joueur particulier, entre guillemets gros, mais il n'est pas nécessairement gros. Et ça change tout. Et je vais donner cet exemple parce que ça fait un lien aussi avec un célèbre problème de l'économiste néerlandais Hotelling, qui était le problème des ice cream carts, des vendeurs de glace, qui est un problème générique qui est très intéressant. Alors, vous pouvez penser aux antennes, vous pouvez penser aux magasins d'une chaîne, etc. C'est où est-ce que je vais mettre un vendeur de glace arrive et dire où est-ce que je vais poser mon chariot. Où est-ce que je vais m'installer en tenant compte de ce qui existe déjà. Là, je vais reposer le même problème en disant j'ai la foule et j'ai le vendeur de glace. Il y a déjà un resto qui est sur la plage, donc qui a son parking, un certain espace autour de lui, etc. On ne peut pas se mettre là. Donc on le met au milieu. Il y a la foule qui va s'éparpiller, mettre ses serviettes sur la plage, avec un gros intérêt pour le resto et puis un petit intérêt pour où décidera de se mettre le vendeur de glace. Bien. Et le vendeur de glace va se mettre à un endroit où il y aura le plus grand nombre possible, dans un certain voisinage, de serviettes pour attirer plus de clientèle. OK. Donc, c'est à nouveau, il y a une notion d'équilibre là-dedans, mais avec un rôle très dissymétrique. Hein, le vendeur de glace pose son chariot à un endroit où il sait que la foule va réagir d'une telle manière, et il évalue pour son propre intérêt la manière dont la foule va se répartir. Bon. Donc, problème de décision assez clair, mais c'est de la théorie des jeux. Grand nombre de joueurs et puis ce joueur particulier. Même s'il a un petit chariot, pas beaucoup de glace, et que donc son intérêt est minime, et qu'alors qu'à la base, on avait un restaurant, donc une unique solution, le fait qu'il y ait ce petit chariot crée instantanément 2 solutions. Au moins 2 solutions. C'est simple, parce que la situation est symétrique. Donc, il se met soit à gauche, soit à droite du restaurant. Et donc, automatiquement, il y a 2 solutions. Étant donné qu'il ne peut pas se mettre dans le restaurant.
Eh bien, donc, vous voyez que dès qu'on a une situation de monopole, enfin pas de monopole, de gros acteurs, de régulateurs, la multiplicité des équilibres augmente énormément. Et ça, c'est une réflexion assez amusante, et c'est d'ailleurs ce que l'on constate sur des modèles qui dépassent la serviette sur la plage ou le vendeur de glace. Je n'ai donné cet exemple qui est ultra classique, vous avez à la limite pas besoin des MFG pour regarder cet exemple. Je n'ai donné cet exemple que pour illustrer la manière dont on réfléchit à ce genre de questions. Sur ce, je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention et de votre patience. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Est-ce qu'il y a on a le temps pour une question éventuellement? Oui, par modestie, Pierre n'a pas parlé de lui-même à Dauphine. Hein. Voilà. Alors, je voudrais dire qu'il était très important dans le développement du CEREMAD. Et je voudrais juste dire quelque chose. Je me rappelle de son élection. Pierre-Louis est venu à Dauphine par choix. Il aurait pu aller ailleurs. Il a voulu venir à Dauphine quand il était jeune. Oui, je veux dire, c'est pas pour la présidente est partie, donc je peux parler très librement. Mais quand même, small is beautiful. Hein? Donc, l'idée, quand on est un jeune scientifique, de se dire, il y a quand même plus de chances de pouvoir construire dans un endroit qui est relativement petit, à l'époque relativement jeune aussi. Et donc, c'était très, très attrayant. Donc, c'était un grand plaisir. Ce qui a été moins drôle, c'est que lorsque je débarque, d'abord, ils ont essayé de me coller tout de suite la direction de l'UFR, mais j'ai quand même râlé en disant, non, attendez, je viens d'arriver, vous me collez déjà la direction de l'UFR, de Mido. Et donc, Guy Chavant a accepté de le faire, et puis j'ai pris le relais. Et puis, mais le pire, c'est Ivar. Donc, Ivar nous annonce, ah ben oui, l'an prochain, moi, je pars, je vais apprendre le grec ancien à Vancouver. Bon, ok. D'ailleurs, Pierre-Louis, tu vas t'occuper de mes thésards. Je ne connaissais pas, je ne les avais jamais rencontrés. Hein. Et c'était pas génial. Hein. Bon, mais non, ça a été. Je parle 38 ans, je rigole un peu avec l'adversité, mais je dois dire qu'on sait quand même, j'emploie un peu le passé, désolé Ivar, on est quand même les grands anciens de l'assistance, on s'est quand même beaucoup amusé ici.